Salut et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le sexisme. Dans les deux premières, on a parlé de genre et d'aphrodisme. Si vous ne les avez pas déjà vues, on vous invite à le faire, mais elles ne sont pas indispensables pour comprendre cette vidéo qui va parler de sexualité. Dans la société, on parle de sexe surtout au travers de blagues, d'anecdotes, mais rarement de manière sérieuse et éducative. La sexualité est souvent pensée comme une problématique individuelle et c'est rarement discuté sous l'angle politique. Pourtant, on a intériorisé une certaine vision de la sexualité qui correspond à des normes sociales, et elle nourrit pas mal de nos comportements, dont certains qui sont problématiques. Du coup, si on veut avoir des relations saines, il peut être bon de remettre en question nos schémas, et surtout de remettre en question les idées fausses qu'on a sur le sujet, en commençant par les violences sexuelles. La plupart des gens sont d'accord pour dire que les agressions sexuelles, c'est problématique. Et pourtant, notre société est très paradoxale et tout en prétendant condamner ces pratiques, elle les banalise, voire les encourage. On a souvent des représentations erronées de ce que sont les agressions sexuelles, et notamment les viols. Dans nos imaginaires, on a des attaques la nuit, dans des ruelles sombres ou des parkings souterrains, par un mec fou ou psychopathe, et potentiellement armé. Le problème de cette représentation, qui en fait ne concerne qu'une minorité des cas, c'est qu'elle invisibilise tous les autres scénarios d'agression, dans un lieu privé, sans contrainte physique, et par des gens qu'on connaît, notamment les conjoints. Et pas par des gens marginaux ou bizarres, mais par des gens bien intégrés dans la société. Ce genre de mauvaises représentations font partie de ce qu'on appelle les mythes sur le viol. Et en les intégrant, on va davantage condamner les pratiques qui se rapprochent du vrai viol. Mais lorsque l'agression s'éloigne de ces clichés, on ne va plus la considérer comme une vraie agression, et donc la victime n'est plus vraiment victime. On remet en question son discours et les violences subies sont minimisées et banalisées. Et les victimes elles-mêmes ont intégré ces mythes avec le stéréotype du vrai viol et de la vraie victime. Et elles peuvent en venir à penser qu'elles n'ont pas vraiment subi une agression et du coup se sentir moins légitimes à porter plainte et à en parler. Et une autre conséquence de tout ça, c'est que les victimes peuvent en venir à se sentir responsables de ce qui leur est arrivé. Si l'autre n'est pas un agresseur et qu'on n'a rien à lui reprocher, c'est bien que le problème vient de nous, non? Et tout ça, ça peut engendrer pas mal de culpabilité chez ces personnes. Pour continuer sur le mythe de la vraie victime, on a l'idée qu'elle se débat forcément, alors qu'en réalité, il est fréquent que les personnes concernées soient dans un état de sidération, paralysées, et ça s'explique très bien psychologiquement. Mais on les fait ensuite culpabiliser en leur disant qu'elles auraient dû se débattre. Et d'ailleurs, un vrai viol dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de violent et forcément traumatique. Alors si la personne ne montre pas assez de mal-être, là encore, on aura tendance à remettre en cause son discours. Le problème de ces images erronées, en plus de disqualifier la parole des victimes, c'est qu'elles nous empêchent de voir qui sont les agresseurs. Le fait de s'imaginer que ce sont des fous ou des psychopathes, ça a pour conséquence de catégoriser les agresseurs comme des gens avec des gros soucis mentaux. Alors que non, beaucoup d'hommes tout à fait ordinaires ont intégré des comportements problématiques, et c'est bien là le fond du problème. Et inversement, toutes les personnes avec des soucis psychologiques ne sont pas des agresseurs, et cette idée contribue à les stigmatiser. La catégorisation psychopathologique des agresseurs fait qu'on a du mal à considérer que notre entourage, voire nous-mêmes, peuvent avoir été agresseurs. On a tendance à les protéger parce qu'on les connaît, c'est des gens bien, ils ne feraient jamais ça, etc. Les agresseurs, ce sont les autres. Et par les autres, on peut retrouver aussi un peu de racisme, puisque les autres, c'est souvent des étrangers. Bon, en réalité, les agresseurs, il y en a dans tous les milieux sociaux, même chez les blancs bien intégrés dans la société, même les ministres. Et c'est pas étonnant qu'on en trouve chez les gens qui sont le plus privilégiés dans la société, puisque c'est eux qui capitalisent le pouvoir et qui peuvent le plus facilement agresser et surtout le faire en toute impunité. Et ce qui fait qu'on trouve des agresseurs dans toutes les sphères de la société, c'est qu'on grandit dans une culture où on intériorise certains schémas qui nous font voir les agressions comme acceptables. D'une part parce qu'on minimise la gravité des agressions qui ne correspondent pas au mythe du vrai viol, mais aussi parce qu'on vit dans une culture qui fait la promotion des agressions. Au travers de différents discours sous-entendus, etc., on banalise, on romantise et on encourage les agressions. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. La culture du viol, ça désigne pas l'idée qui serait « le viol, c'est génial ». Il n'y a heureusement pas grand monde pour dire ça. La culture du viol, ça désigne des mécanismes culturels et sociaux qui normalisent les violences sexuelles en les faisant passer pour autre chose que des agressions, ce qui nous amène à les tolérer, voire à encourager les agresseurs à persister pour obtenir ce qu'ils veulent. On va montrer comme romantique le fait qu'un homme ne baisse pas les bras, qu'il insiste jusqu'à ce qu'une femme cède à ses charmes, ou plutôt à son acharnement. Cette vision romancée des agressions sexuelles se retrouve dans nombre d'œuvres culturelles, qui mettent en scène un homme qui persiste à tenter d'embrasser une femme malgré ses rejets, mais celle-ci finit bien souvent par céder et finalement par aimer ça. Et cette culture du viol est particulièrement insidieuse. Sa rhétorique est banalisée et perçue comme une blague. Du coup, on en vient à l'intérioriser et ça a des conséquences réelles.
Des gens en viennent à considérer que beaucoup de femmes disent non alors qu'elles veulent en fait dire oui, ou que si la victime avait une attitude provocante, ça atténue la responsabilité de l'agresseur. Et d'ailleurs, le blâme des victimes est un très bon outil pour maintenir les injustices et les inégalités. Comme on a vu dans la vidéo sur le déterminisme, on a tendance à penser que les gens méritent ce qui leur arrive. Et on va chercher des explications dans leur comportement, davantage que dans le contexte social. On va par exemple questionner les habits que portait la victime, ou questionner son attitude. Est-ce qu'elle n'était pas trop aguicheuse, ou est-ce qu'elle n'avait pas un peu cherché? Mais premièrement, en aucun cas ça ne justifierait les agressions. Et deuxièmement, c'est vite démenti par la réalité où les victimes ne portaient pas des habits particuliers au moment de leur agression. Cet aspect de la culture du viol a alors un fort lien avec l'aphrodisme, puisque si la victime est belle, c'est normal que les hommes aient voulu d'elle, on ne peut pas leur reprocher ça. A l'inverse, si la victime est perçue comme laide, soit on nie son agression, puisque c'est pas possible que quelqu'un ait voulu d'elle, soit on justifie l'agression en disant qu'elle a quand même de la chance que quelqu'un s'intéresse à elle et qu'elle devrait même se sentir flattée. Et au final, le cœur du problème, c'est surtout le manque de connaissance et de considération du consentement. Le consentement, c'est un état d'approbation pour faire certaines choses. On dit qu'on obtient le consentement de quelqu'un quand la personne concernée traduit cet état d'approbation en un accord explicite. Le tout, évidemment, sans pression quelconque et en ayant conscience des enjeux de la décision. Et on peut préciser que faire du chantage, bouder, faire des caprices, être énervé contre notre partenaire parce qu'il ou elle n'a pas envie, le ou la faire culpabiliser jusqu'à ce qu'elle cède, c'est une forme de pression, qui ne peut donc pas aboutir à un réel consentement. De plus, si on obtient le consentement d'autrui, il est important de se rappeler que celui-ci est temporaire. À la fois à court terme, on peut arrêter en plein milieu d'un rapport, quelle qu'en soit la raison, et à long terme. Ce n'est pas parce qu'une personne a systématiquement pratiqué un certain acte qu'elle consent à le refaire à nouveau. Si on veut le bien-être des autres personnes, assurons-nous de leur consentement avant de faire des choses qu'elles pourraient regretter. Plus largement, le non-respect du consentement est un point commun à toutes les oppressions. On retrouve le même schéma dans lequel le groupe dominant va tirer profit des membres du groupe dominé en négligeant leur consentement. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, on fait souvent des recommandations aux femmes pour éviter d'être agressées, mais trop rarement aux hommes pour leur dire de ne pas agresser, comme si l'agression était une conséquence du comportement inadapté de la victime et pas un comportement problématique de l'agresseur. Il faut donc éduquer chaque individu à la prise en compte du consentement pour développer collectivement une culture du consentement. Cette culture du consentement ne se résume pas à respecter un oui ou un non, mais de favoriser et encourager le fait d'avoir des limites, de les exprimer librement et de les respecter. Elle vise à banaliser le fait de demander le consentement, de créer un contexte rassurant, de laisser le temps de la réflexion et de permettre aux partenaires d'exprimer leurs envies et leurs limites sans risquer de se sentir jugé, coupable ou forcé. De fait, l'accord explicite est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. On doit s'assurer que cet accord découle bien d'un état d'approbation de la personne qui le donne. D'autant plus qu'il y a des éléments qui peuvent rendre difficile le fait de refuser certaines pratiques. Les normes sociales, les attentes supposées ou non de notre partenaire, la peur de décevoir, nos habitudes et nos pratiques passées, l'injonction au sexe, sont tout autant de paramètres qui peuvent nous amener à dépasser nos limites. C'est pourquoi il est crucial de s'assurer du consentement sans se contenter d'attendre que l'autre ose exprimer ses limites. Autrement dit, il ne faut pas attendre un non pour ne pas faire, mais s'assurer d'un oui pour faire, d'autant plus si on est dans une position dominante. Quand on est un homme en position de supériorité hiérarchique, qu'on est plus âgé, on peut se retrouver dans des relations asymétriques qui peuvent pousser les personnes à accepter des choses dont elles n'auraient pas envie. Dans ce genre de dynamique, il est important de s'assurer que la personne n'agit pas par sentiment d'obligation, et donc de mettre en place un cadre propice à l'expression du refus. C'est-à-dire un cadre où la personne n'a aucune crainte à refuser, où elle n'a pas peur des réactions de l'autre, qu'il se vexe, qu'il boude, qu'il nuise à sa réputation ou qu'il la fasse culpabiliser, même sur le ton de la blague. Comme on l'a vu, ce sentiment d'obligation peut venir des normes et des conventions sociales, des schémas implicites, qui nous poussent à nous conformer à certaines pratiques sans les remettre en question. On doit être d'autant plus vigilant et on est d'autant plus responsable lorsqu'on est dans une situation où notre partenaire risque d'accepter des choses qu'il ou elle ne voudrait pas. C'est notamment le cas de la sexualité dans le couple, qui est souvent vue comme un dû, ou de la pénétration vaginale qui est encore vue comme l'acte indispensable de rapport sexuel. Dans l'imaginaire collectif, la pénétration est vue comme un élément central de la sexualité. Pour parler des autres pratiques, on utilise d'ailleurs le terme de préliminaires, qui sont vus comme les trucs qu'on fait avant la pénétration, avant de vraiment coucher ensemble. Cette sacralisation de la pénétration se retrouve aussi dans le concept de virginité. Dans la définition généralement utilisée, on perd sa virginité
au moment où on fait l'amour pour la première fois. Sous-entendu, au moment où on pratique la pénétration pour la première fois. Les autres pratiques, ce n'est alors pas vraiment faire l'amour. D'ailleurs, cette conception de la virginité pose la question des couples non hétéros. Par exemple, est-ce que des lesbiennes qui couchent ensemble, sans pratiquer la pénétration avec un pénis, restent vierges jusqu'à la fin de leur vie? On voit vite qu'on est face à un concept bancal. On parle de pénétrocentrisme pour désigner cet ensemble de normes sociales qui ramènent le rapport sexuel à la pénétration. Et ça va de pair avec le mépris des autres pratiques et des sexualités non hétéros. En plus des personnes non hétéros, cette vision de la sexualité porte aussi préjudice à certaines personnes hétéros. Toutes les femmes n'apprécient pas la pénétration ou l'aiment juste de façon occasionnelle. Et pour d'autres, c'est même une pratique qui peut entraîner des douleurs, voire qu'il est impossible de faire. De plus, les personnes qui refusent la pénétration parce qu'elles sont asexuelles, parce qu'elles n'aiment pas ça ou tout simplement parce qu'elles n'en ont pas envie, sont souvent vues comme des personnes bizarres, alors qu'on peut très bien avoir une vie épanouie, qu'on pratique la pénétration ou pas, et plus largement qu'on ait des rapports sexuels ou pas. En fait, comme toutes les pratiques, la pénétration est plus ou moins appréciée ou détestée par certaines personnes. Mais le pénétrocentrisme met une forte pression à accepter et à faire cette pratique plus que toutes les autres, même quand on n'en a pas envie. Et ça met aussi une forte pression quand on a un pénis, avec la fameuse panne qui est vue comme quelque chose de honteux. À ce propos, on vous invite à lire le livre de Martin Page, Au-delà de la pénétration, qui est court, bien écrit, drôle et qui parle avec justesse de sujets difficiles. Un autre inconvénient de l'injonction à la pénétration, c'est le recours obligatoire à une contraception. Et bien souvent, la charge contraceptive va peser sur les femmes. On considère comme normal que ce soit elles qui prennent en charge cette responsabilité et les effets secondaires qui vont avec. Sans compter la charge mentale de devoir prendre les rendez-vous médicaux, se renseigner en amont sur les contraceptifs disponibles, penser à prendre le dit contraceptif, etc. Et même avec les préservatifs externes qui sont portés par l'homme, c'est souvent les femmes qui doivent faire l'effort d'y penser et de le rappeler à leur partenaire, quand elles ne doivent pas carrément insister pour qu'il soit mis. De manière plus large, on parle de la charge sexuelle qui pèse sur les femmes en couple hétéro. Elle va du fait de gérer la contraception du couple à prioriser le plaisir de l'homme, en passant par toutes les normes relatives à la séduction et à l'érotisme, comme le fait de se faire belle, de s'épiler, de maîtriser certaines pratiques, etc. On peut illustrer cette charge sexuelle par des exemples extrêmes, comme les opérations de chirurgie esthétique. Elles sont pratiquées pour se faire resserrer le vagin ou pour avoir une vulve qui rentre davantage dans les standards de beauté, en se faisant couper les lèvres par exemple. Et là, on parle d'actes volontaires, même s'ils sont généralement la conséquence d'une forte pression sociale. Mais on a aussi pas mal d'abus du corps médical. On peut citer le point du mari, qui consiste à faire un point de suture de plus lors de la couture d'une épisiotomie. Cette pratique, généralement faite à l'insu de la patiente après son accouchement, a pour but de resserrer l'entrée du vagin pour rendre les rapports sexuels plus agréables pour l'homme. Cette mutilation génitale fait partie de ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales. Ces violences médicales touchent aussi les personnes intersexes, qui naissent avec des organes génitaux en dehors de la binarité de sexe, et qui n'ont donc pas un pénis ou un vagin standard. Ces personnes sont particulièrement à risque de subir des traitements ou des chirurgies dites de réattribution sexuelle. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que leurs organes génitaux correspondent à un pénis ou un vagin dans les normes, alors même qu'il n'y a pas de nécessité médicale et que la personne n'est pas forcément en âge de consentir. Pour les personnes assignées femmes, ces opérations consistent à les rendre pénétrables, à s'assurer qu'elles puissent avoir un rapport sexuel pénétratif. Ces pratiques sont une conséquence directe du pénétrocentrisme. J'avais des dilatations vaginales toutes les semaines sous anesthésie complète. Enfin, c'est méga violent, tu vois. Enfin, genre sous anesthésie complète, on va s'assurer que tu sois toujours capable ou que tu sois capable d'avoir un pénis de taille moyenne dans ton corps. Et sans surprise, cette vision pénétrocentrée de la sexualité a des conséquences au niveau institutionnel. Dans les violences sexuelles, on retrouve notamment les agressions sexuelles et les viols. Les deux sont caractérisés par un contact à nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Mais jusqu'en 2021, la loi disait qu'il s'agissait d'un viol uniquement s'il y avait eu pénétration. Tout le reste, c'était qualifié d'agression sexuelle. Bonjour. Et même avec le changement de loi qui inclut les rapports bucco-génitaux dans les viols, il y a des conséquences absurdes. Une masturbation externe, sur le clitoris par exemple, c'est une agression sexuelle, alors que cette même masturbation avec une pénétration digitale, ça devient juridiquement un viol. De la même manière, une masturbation sur un pénis, c'est une agression sexuelle, alors qu'une fellation, c'est un viol. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'une question de définition, ça a des répercussions concrètes sur le traitement juridique des affaires. Les agressions sexuelles sont des délits qui sont jugés au tribunal correctionnel et passibles de 5 à 7 ans d'emprisonnement, alors que les viols sont des crimes jugés en cour d'assises par un jury populaire, c'est-à-dire par des citoyens et des citoyennes tirés au sort, et passibles de 15 à 20 ans d'emprisonnement.
Mais la culture du viol, le mythe du vrai viol et de la vraie victime font que les jurés, qui baignent dans cette culture, vont remettre en question les viols qui ne correspondent pas à l'imaginaire collectif. C'est-à-dire ceux où la victime avait consommé de l'alcool ou d'autres drogues, où elle ne s'est pas débattue, les viols conjugaux, etc. Dans ce genre de cas, pour avoir une chance de condamner l'agresseur, on va conseiller aux victimes de déqualifier les viols en agression sexuelle, donc en omettant qu'il y a eu pénétration ou contact bucco-génital, pour qu'ils soient envoyés devant un tribunal correctionnel. C'est ce qu'on appelle la correctionnalisation. Alors que c'est déjà très compliqué de porter plainte, en déqualifiant les faits, on minimise ce que les victimes ont subi. On a aussi un délai bien plus court pour porter plainte, 20 ans pour les viols et seulement 3 pour les agressions sexuelles. Et on s'expose à un suivi judiciaire erroné. Et on peut également évoquer le long périple que traversent les victimes qui décident de porter plainte, avec le discours culpabilisant que peuvent avoir leurs proches et l'accueil des gendarmes ou des policiers qui peuvent remettre en cause leur discours, voire carrément ne pas prendre leur plainte. Et contrairement aux accusations de mensonges qu'on entend souvent et qui sont en réalité une très petite minorité, la plupart des victimes ne portent pas plainte, justement à cause de ces obstacles. Une autre notion qui a fait pas mal de dégâts, c'est celle de devoir conjugal. Le devoir conjugal, c'est cette idée que les mariés se doivent du sexe, que les rapports sexuels font partie du contrat de mariage. Historiquement, on a mis un sacré moment à reconnaître le viol conjugal comme une chose possible, et il n'a été reconnu explicitement par la loi qu'en 2006. Mais dans les faits, les viols conjugaux restent très peu condamnés. Déjà parce que les preuves sont d'autant plus difficiles à amasser et qu'ils se situent à l'opposé de l'idée du vrai viol, mais surtout parce que la justice elle-même est imprégnée de cette idée de devoir conjugal. Si le terme n'est pas explicitement mentionné dans la loi, l'absence de rapport sexuel dans un couple est quand même considérée comme un motif de divorce légitime et peut mener à des condamnations. Récemment, en 2018, il y a eu un autre changement de loi qui dit qu'une personne pénétrante peut être victime de viol. Avant ça, il fallait forcément être soi-même pénétré pour pouvoir être considéré comme tel. Ce changement récent témoigne d'un autre stéréotype très ancré, celui que les hommes ne peuvent pas être violés, surtout par des femmes. Ce stéréotype est entre autres alimenté par l'idée que les hommes auraient toujours envie de sexe. Et quand les hommes intériorisent cette idée, ça peut rendre d'autant plus difficile de refuser une relation dont ils n'auraient pas envie. On remarque d'ailleurs que ça se recoupe avec l'aphrodisme, puisque si la violeuse est considérée comme belle, la violence subie sera d'autant plus minimisée, et la victime pourra même être considérée comme chanceuse. Et ça s'inscrit plus largement dans la manière dont on conçoit la sexualité masculine. La sexualité des hommes est fortement rattachée à l'idée de pouvoir et de succès. Plus un homme a de conquêtes, plus il sera respecté, notamment par les autres hommes. On va encourager les hommes à multiplier les partenaires à l'image du Don Juan, et à ne pas rester puceau. Un terme d'ailleurs utilisé comme une insulte. Et ça se recoupe avec le pénétrocentrisme, puisque ne plus être puceau, ça passe forcément par la pénétration. Et les hommes vont être encouragés à tenter leur chance jusqu'au bout, quitte à forcer un oui. D'ailleurs, le champ lexical de la sexualité renvoie souvent à une idée de domination, avec des termes comme se faire baiser, se faire niquer, qui renvoient à la fois à la sexualité et au fait de se faire avoir. L'injonction à multiplier les partenaires est intériorisée par les hommes et les conduit à voir les femmes comme des partenaires potentiels avant tout. Les concepts de friendzone et de fuckzone résument bien cette problématique. Souvent utilisé par des hommes, la friendzone est un terme qui désigne le fait d'avoir été considéré juste comme un ami et de ne pas avoir eu plus. De l'autre côté, on nomme fuckzone le fait que l'autre se désinvestisse de la relation amicale lorsqu'on refuse ses avances. On entend souvent les hommes se plaindre de la friendzone, mais la fuckzone est d'autant plus violente et humiliante, car c'est une amitié intéressée qui est un moyen d'obtenir la confiance de l'autre pour avoir une relation romantique ou sexuelle. Les personnes fuckzonées réalisent qu'elles n'avaient aucune valeur aux yeux de l'autre en dehors de ce type de relation. Pour conclure, il y a tout un travail de déconstruction à faire, notamment en se détachant des idées fausses sur les violences sexuelles et en remplaçant la culture du viol par une culture du consentement. Savoir écouter un oui ou un non, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut créer un contexte propice au refus. Et ça nécessite de se détacher de la sexualité pour ne plus la voir comme une obligation sociale ou conjugale. Plus spécifiquement, on gagnerait à changer la façon dont les hommes sont socialisés, en se détachant du pénétrocentrisme et de la vision conquérante de la sexualité. Et les hommes eux-mêmes ont leur part de responsabilité. Il est urgent de se rééduquer sur la sexualité, de faire attention à ne pas avoir de comportements problématiques, de se responsabiliser sur les IST ou la contraception et d'intervenir lorsque d'autres hommes font ou disent des choses problématiques.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, on vous invite à aller voir les 2 autres si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si ça vous a plu, pensez à liker et à partager la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Lors de la vidéo sur le genre, vous êtes plusieurs à avoir demandé si Lila produisait du contenu, si on pouvait la retrouver sur les réseaux sociaux. Et bien c'est désormais possible puisqu'elle vient de lancer un compte Instagram où elle va partager plein de réflexions super intéressantes sur les méthodologies scientifiques, sur les luttes sociales, etc. C'est vraiment excellent et je vous invite à vous abonner tout de suite. Avec le petit regard vicieux, est-ce qu'on laisse tout ça au montage ?